Chapitre 18. Des jours et des jours, des semaines et des semaines s'étaient écoulées depuis mon retour à Genève, et je n'avais toujours pas trouvé le courage nécessaire pour commencer ma tâche. J'avais peur de la vengeance du monstre déçu, et pourtant je ne parvenais pas à dominer la répugnance que j'éprouvais devant la besogne qui m'était imposée. Je m'aperçus que je ne pouvais pas fabriquer une créature femelle sans consacrer de nombreux mois à des recherches approfondies et à de longues expériences. J'avais entendu parler de certaines découvertes qui avaient été réalisées par un philosophe anglais dont le savoir devait m'aider à réussir, et je songeais souvent à demander à mon père la permission de me rendre en Angleterre. Cependant, je profitais de la moindre occasion pour ajourner ce voyage, et j'hésitais toujours à effectuer le premier pas dans une entreprise dont l'urgence commençait à m'apparaître de moins en moins nécessaire. Un changement, en outre, s'était opéré en moi. Ma santé, qui jusque-là avait été précaire, tendait à se rétablir. Quant à mes esprits, lorsqu'ils n'étaient pas troublés par le souvenir de la promesse que j'avais faite, ils recouvraient lentement leur équilibre. Mon père assistait à ce changement avec plaisir et cherchait toujours les meilleurs moyens de dissiper ma mélancolie qui, de temps à autre, ressurgissait encore et dont les ténèbres épaisses compromettaient le retour de la lumière. Dans ces moments-là, je me réfugiais dans la solitude la plus totale. Des journées entières, je restais seul sur le lac, dans une petite barque, observant les nuages, écoutant dans le silence le clapotis de l'eau. Mais la fraîcheur de l'air et l'éclat du soleil m'aidaient à reprendre mon équilibre et, quand je rentrais à la maison, je répondais à l'accueil de ma famille par des sourires plus spontanés et le cœur plus léger. Au retour d'une de ces promenades, mon père me parla en aparté. « Je suis heureux de constater, mon cher fils, que tu as repris tes anciennes distractions et que tu sembles redevenir toi-même. Et pourtant tu restes affligé et tu fuis la société. » Pendant un certain temps, je me suis perdue en conjectures à ce propos, mais aujourd'hui, une idée m'a frappée, et si elle est fondée, je te prie de la reconnaître. Une réserve de ta part sur ce point serait non seulement regrettable, mais elle ne ferait que multiplier nos souffrances. Je tremblais violemment, tandis que mon père m'exhortait. Je t'avoue, mon fils, que j'ai toujours considéré ton mariage avec Élisabeth comme la base de notre bonheur familial, et comme une garantie pour mes années de vieillesse. Vous êtes attachés l'un à l'autre depuis votre plus tendre enfance. Vous avez fait vos études ensemble et il semble que vos caractères et vos goûts vous destinent entièrement l'un vers l'autre. Mais l'expérience humaine est aveugle et il n'est pas impossible que ces projets que je crois bénéfiques soient au contraire réduits à néant. Toi, peut-être, tu ne la tiens que pour une sœur et tu ne souhaites pas qu'elle puisse devenir ta femme. Qui sait? Existe-t-il quelqu'un d'autre que tu aimes? Te considérant être engagé envers Élisabeth pour des questions d'honneur, peut-être luttes-tu contre amour, ce qui pourrait expliquer les tourments que tu sembles ressentir. Rassure-toi, mon cher père, j'aime tendrement et sincèrement ma cousine. Je n'ai jamais rencontré une autre femme qui ait suscité en moi, comme Élisabeth, plus d'admiration et d'affection. Mon avenir et mes projets sont entièrement fondés sur ce mariage. Que tu m'aies fait part de tes sentiments sur ce sujet, mon cher Victor, me procure une joie que je n'ai plus éprouvée depuis longtemps. Puisqu'il en est ainsi, notre bonheur est assuré, nonobstant les récents événements qui nous ont tant bouleversés. Mais c'est justement la tristesse qui semble te ronger si fort que j'aimerais dissiper. Dis-moi donc si tu vois une objection à ce que le mariage soit célébré dans les plus brefs délais. Nous avons été très malheureux et ce qui s'est passé il y a peu a mis en péril notre tranquillité quotidienne. Je suis arrivé à l'âge où il en faut. Toi, tu es jeune et je ne pense pas, puisque nous possédons une fortune suffisante, qu'un mariage à ton âge puisse aller à l'encontre de tes projets que tu as formés. Mais ne va pas croire non plus que je désire t'imposer ton bonheur, ni qu'un retard de ta part me causerait quelques désagréments. Interprète mes propos simplement, et réponds-moi, je t'en conjure, en toute confiance et en toute sincérité. J'avais écouté mon père en silence, et pendant un certain temps, je me sentis incapable de lui répondre. Je ressassais une multitude de pensées dans l'espoir d'arriver à une conclusion. Hélas, l'idée d'une union rapide avec Élisabeth m'effrayait et m'accablait. J'étais lié par une promesse solennelle que je n'avais pas encore tenue et que je ne pouvais pas rompre. Si je le faisais, les pires malheurs allaient s'abattre sur ma famille et sur moi-même. Pouvais-je participer à une fête alors qu'un tel poids me pesait sur les épaules et me faisait baisser la tête vers le sol? Je devais tenir mon engagement et laisser le monstre partir avec sa compagne avant de recouvrer la joie et la paix dans le mariage. Je me souvenais aussi qu'il était indispensable que j'entreprenne un long voyage en Angleterre, ou qu'à tout le moins j'engage une correspondance avec ce philosophe qui avait fait des découvertes dont j'aurais besoin pour accomplir ma tâche, bien que ce moyen-là fût particulièrement lent et peu commode.
De surcroît, j'éprouvais un insurmontable dégoût à l'idée d'engager cette affreuse besogne dans la maison de mon père, tout près de ceux que j'aimais. Je savais qu'une infinité d'accidents pouvaient se produire, et le moindre d'entre eux serait de nature à révéler une histoire qui ferait frémir d'horreur. Et puis, je savais aussi qu'il m'arrivait de temps à autre de perdre le contrôle de moi-même, et d'être dans l'impossibilité de dissimuler les terribles pensées dont j'étais envahi, alors que je m'adonnais à des occupations inhumaines. Pour les reprendre, il fallait que je me sépare des miens. Et une fois que je commençais ma tâche, je pourrais rapidement la mener à son terme avant de retrouver la paix et le bonheur dans ma famille. Ma promesse exécutée, le monstre partirait pour toujours. À moins qu'un accident, une lubie de mon imagination, ne vint détruire l'abominable créature et ne me libérât à jamais de mon esclavage. Ces sentiments dictèrent ma réponse. J'exprimais à mon père mon désir de gagner l'Angleterre, mais lui cachais les véritables raisons de ma requête. Je m'employais à ne pas éveiller ses soupçons, et je fis avec tant d'ardeur qu'il céda bientôt à ma demande. Après une longue période de mélancolie noire, dont l'intensité et les effets confinaient au délire, il fut heureux de constater que je pouvais éprouver quelque joie à l'idée d'entreprendre un voyage, et il souhaita que ce changement d'atmosphère et de nombreuses distractions ramèneraient, avant mon retour, complètement mon équilibre. La durée de mon absence fut laissée à mon appréciation. Quelques mois seulement, ou une année, c'était selon. Mon père eut l'agréable attention de me proposer un compagnon de voyage. Sans m'avertir, il s'arrangea avec la complicité d'Élisabeth pour que Clerval se joignît à moi à Strasbourg. Cela perturbait la solitude qui était nécessaire à l'accomplissement de ma tâche. Toutefois, pour le début du voyage, la présence de mon ami ne pouvait en rien me gêner, et je me réjouis même du fait qu'ainsi me seraient épargnées de longues heures de réflexion solitaire et accablantes. En outre, Henri pouvait au besoin intervenir au cas où le monstre surgirait. Si j'avais été seule, il aurait pu sans doute, de temps à autre, m'imposer son horrible présence pour me rappeler que ma tâche devait être menée à bonne fin ou pour en contrôler l'avancement. Et donc, je partirais pour l'Angleterre, et il fut décidé que mon mariage avec Élisabeth se déroulerait aussitôt que je serais de retour. En raison de son grand âge, mon père n'était pas désireux de le retarder outre mesure. Quant à moi, j'y voyais la promesse d'une récompense à mes travaux immondes, la consolation après mes affreux tourments. J'allais donc vivre dans l'attente de ce jour où, libéré de mon misérable esclavage, je pourrais en appeler à Élisabeth et, par mon union avec elle, oublier mon passé. Tandis que je me préparais à mon voyage, une pensée me hantait et m'emplissait de crainte et fébrilité. Durant mon absence, j'allais laisser les miens dans l'ignorance de leur ennemi, sans défense devant ses attaques, si jamais mon départ le mettait hors de lui. Mais le monstre m'avait promis de me suivre partout où j'irais. M'accompagnerait-il aussi en Angleterre ? En elle-même, cette hypothèse était extravagante, mais d'un autre côté, elle me rassurait, car elle garantissait le salut de ma famille. J'étais angoissée à l'idée que les choses se passent autrement. Pendant tout le temps où je resterais sous l'empire du monstre, je devais me laisser aller aux impulsions du moment. J'avais la nette impression qu'il suivrait mes pas et n'exposerait pas ma famille au péril de ses machinations. Ce fut à la fin du mois de septembre que je quittai mon pays natal. Comme j'avais moi-même nourri ce projet de voyage, Élisabeth l'accepta, mais elle était inquiète à l'idée que loin d'elle, je pouvais connaître la tristesse et le chagrin. Par ses soins, Clerval m'avait été adjoint, et pourtant, un homme ne voit pas toujours les 1001 circonstances de la vie qui retiennent l'attention d'une femme. Élisabeth aurait voulu que je revienne vite. Une multitude d'émotions la saisirent au moment des adieux, et elle se mit à pleurer en silence. Je me ruai dans la voiture qui devait me conduire, ignorant presque où je partais, ne sachant trop ce qui se passait autour de moi. Je me souvins seulement, et cela m'angoissait plus que tout, que je donnais des ordres pour que mes instruments chimiques soient placés dans mes bagages. La tête en feu, je traversais de nombreux et magnifiques paysages, mais mes yeux ne se fixaient pas dessus. Je n'étais capable de penser qu'au but de mon voyage et qu'à la tâche à laquelle je devais me livrer. Ma morne indolence dura plusieurs jours, tandis que je parcourais de nombreux lieux. Quand j'arrivai à Strasbourg, j'attendis Clerval 48 heures jusqu'à ce qu'il arrivât. Hélas, quel contraste entre nous. Il s'emballait devant chaque paysage, se réjouissait des magnificences du soleil couchant, et était plus ravi encore quand l'aube pointait et que naissait un nouveau jour. Il me désignait les couleurs changeantes du décor et la configuration des cieux. « Voilà la vie !» s'écria-t-il. « Voilà les joies de l'existence ! Mais toi, mon cher Frankenstein, pourquoi es-tu si dépité et si triste ?» Il est vrai que j'étais assailli par des pensées obscures, et que je ne m'intéressais ni au soleil couchant, ni aux éclats lumineux qui se réfléchissaient sur le Rhin.
Ah mon ami, vous auriez trouvé plus de plaisir dans le journal de Clerval qui admirait les paysages avec les yeux de la sensibilité et de l'allégresse qu'à écouter mon histoire. Je n'étais qu'un être misérable, hanté par une malédiction qui me coupait de toute joie. Nous avions décidé de descendre le Rhin en bateau, de Strasbourg à Rotterdam, où nous pourrions nous embarquer pour Londres. Lors de ce voyage, nous avons longé de nombreuses îles plantées de saules et vu plusieurs villes très belles. Nous nous arrêtâmes un jour à Mannheim, et une semaine après notre départ de Strasbourg, nous atteignîmes Mayence. En aval, le cours du Rhin y devient de plus en plus pittoresque. Le fleuve y est plus rapide et serpente autour de collines guère élevées, mais plus abruptes et plus splendides. Nous vîmes de nombreux châteaux en ruines érigés au bord des précipices, alentour des forêts noires, hautes et inaccessibles. Cette partie-là du Rhin offre en effet une singulière variété de paysages. À tel endroit, vous voyez des rochers, des châteaux en ruines dominant d'extraordinaires crevasses, avec le Rhin obscur en contrebas. Et puis soudain, vous contournez un promontoire et ce sont de riches vignobles qui s'étalent sur des coteaux verdoyants et bientôt, le long du fleuve, des villes populeuses. Nous voyagions à l'époque des vendanges, et tout en glissant sur les eaux, nous entendions le chant des paysans. Même moi, en dépit de mon abattement, en dépit de ces pensées amères qui me passaient sans cesse par la tête, j'étais ravi. Étendu sur le bateau, je contemplais le ciel bleu sans nuages, et j'avais l'impression de goûter à une tranquillité à laquelle je n'étais plus habitué depuis longtemps. Et si telles étaient mes sensations, comment décrire celles d'Henri ? Il se croyait transporté dans une région féerique et ressentait une allégresse rarement éprouvée par un être humain. « J'ai déjà vu, me dit-il, les plus beaux sites de notre pays. J'ai visité les lacs de Lucerne et du Rhin, où les montagnes enneigées descendent vers l'eau jusqu'à la perpendiculaire en projetant leurs ombres noires et impénétrables, et qui serait un monde de ténèbres si de nombreux îlots verdoyants n'offraient pas au regard un aspect plus gai. J'ai vu ces lacs au moment de la tempête, quand le vent soulevait les flots et donnait une idée de ce que doit être un cyclone sur l'océan immense. J'ai vu les vagues se précipiter au pied des montagnes, à l'endroit où le prêtre et sa maîtresse ont été ensevelis sous l'avalanche, et où, selon la rumeur, leur voix, la nuit, se mêle encore aux rafales de vent. J'ai vu les montagnes du Valais et celles du Vaud, mais cette région, Victor, me fascine plus que toutes ces merveilles. Les montagnes suisses possèdent une étrange majesté, mais il y a ici, sur les rives de ce fleuve superbe, un charme incomparable. Regarde ce château au-dessus du précipice, et celui-là, sur l'île, presque dissimulé sous les feuillages des arbres. Et regarde encore ce groupe de paysans qui reviennent de leurs vignes. Et ce village, à moitié caché par les replis de la colline. Oh, l'esprit qui hante et protège ces lieux est plus proche de l'homme que celui qui habite nos glaciers et qui se réfugie dans les recoins les plus retirés des montagnes de notre pays. Clerval, cher ami, même aujourd'hui je suis heureux de rapporter tes paroles et t'adresser l'éloge que tu mérites tant. C'était un être formé dans la poésie de la nature. Son imagination libre, enthousiaste, n'avait d'égal que la bonté de son âme. Il débordait d'affection, et son amitié possédait cette nature dévouée et merveilleuse que les grands esprits tiennent d'ordinaire pour fantaisistes. Les sympathies humaines ne suffisaient pourtant pas à lui combler le cœur. Le spectacle de la nature, que d'autres ne se contentent que d'admirer, il l'aimait avec ardeur. Le bruit de la cataracte le hantait comme une passion. Le roc grandiose, la montagne, la forêt profonde et obscure, leurs couleurs et leurs formes lui donnaient de l'appétit. Un sentiment, un amour qui n'avait besoin d'aucun autre charme, produit par la raison, ni d'aucun attrait qui ne soit offert par les yeux. Où se trouve-t-il à présent ? Cet être exquis est-il perdu à jamais ? Cet esprit si alerte, si plein de fantaisie et d'imagination, cet inventeur de monde qui n'existait que pour lui, aurait-il réellement péri ? N'existe-t-il plus qu'à mon souvenir ? Non, ce n'est pas possible. Ton corps, comme modelé par les dieux, ta beauté rayonnante ont disparu, mais ton esprit souffle encore et console ton compagnon misérable. Pardonnez-moi cet accès de tristesse. Ces simples mots ne sont qu'un maigre tribut pour mettre mon ami en valeur, mais ils apaisent mon cœur qui se serre d'angoisse à son souvenir. Je vais continuer mon histoire. Passé Cologne, nous sommes descendus à travers les plaines hollandaises. Nous y avons décidé de poursuivre notre voyage en chaise de poste, le vent nous étant contraire et le courant du fleuve trop lent pour notre progression. Notre voyage perdit dès lors cet intérêt que lui procurait la beauté du paysage, mais nous arrivâmes en quelques jours à Rotterdam, où nous devions prendre la mer pour l'Angleterre. C'était une matinée claire de la fin du mois de décembre, lorsque, pour la première fois, apparurent les falaises blanches de la Grande-Bretagne. Les rives de la Tamise nous offrirent un nouveau spectacle,
car elles étaient plates et fertiles, et parce que chaque ville nous rappelait un événement historique. Nous vîmes le fort de Tilbury, qui évoquait l'armada espagnole, Gravesend, Woolwich ainsi que Greenwich, autant de villes dont j'avais entendu parler chez moi. Et finalement, nous aperçûmes les nombreux clochers de Londres, dominés par le dôme de Saint-Paul et par la tour, célèbre dans l'histoire de l'Angleterre.